Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième TD d'hématologie. Je suis Alice Duna et on va ensemble aborder différents items sous forme de QCM isolé, de crocs. Et le programme est chargé. On va donc permettre de finir d'aborder tous les items qu'on avait commencé déjà à bien détailler lors des conférences. Et là, on va le mettre en pratique. Donc, on va parler d'anémie, d'hypériosинophilie, de syndrome myélodysplasique, mais aussi myéloprolifératif. Ce sera l'occasion pour reparler de traitements antithrombotiques et bien sûr toujours des petits hémogrammes à savoir interpréter. On parlera également de transfusion et puis le syndrome mononucléosique, un petit mot dessus, des questions sur les leucémies aiguës, qui est une pathologie qui peut être une urgence thérapeutique, le plus souvent en hémato, la granulocytose médicamenteuse, la LLC toujours, et puis un petit mot sur les lymphomes et le myélome multiple. Donc on va commencer ensemble tranquillement avec cette première question sur la sphérocytose héréditaire. Est-ce qu'il s'agit d'une hémolyse chronique avec des poussées? Est-ce qu'on retrouve la triade anémie, splénomégalie, ictère? Il s'agit le plus souvent d'une maladie autosomique dominante. Le VGM est très abaissé ou le test de Coombs est positif. Enfin, je vous laisse réfléchir un petit peu sur cette pathologie. Une pathologie très fréquente en France, euh, qui est autosomique dominante et en fait qui est bien une hémolyse en situation d'anémie hémolytique chronique avec des poussées. Et dans les poussées, en fait, ça fait des hémolyses intraspléniques avec chroniques avec des poussées. Il y aura la triade caractéristique anémie, splénomégalie, ictère. Voilà. C'est une maladie autosomique dominante avec une instabilité en fait de la membrane du globule rouge qui au bout d'un moment va perdre complètement la surface normale entre guillemets, ça va faire des petites vésiculations et ça va induire en fait une diminution de la taille du globule rouge qui va être beaucoup plus arrondie, sphérique, hyper condensée et qui peut moins bien se déformer et donc qui va se retrouver bloqué par exemple dans les cordons spléniques de la rate et être séquestré, ce qui entraîne notamment les poussées hémolytiques intraspléniques. Alors l'anémie, elle est en général modérée, elle est bien sûr régénérative, hein, et le VGM, donc il est normalement normal, normocytaire ou parfois élevé, macrocytaire s'il y a une grosse hémolyse avec beaucoup de réticulocytes, puisque je rappelle que les réticulocytes, ils ont des VGM plus élevés et donc, que les globules rouges. Donc ça peut faire, en cas de grosse hémolyse, euh, une macrocytose. Et le test de Coombs, il est négatif parce que le test de Coombs, lui, pour le coup, c'est beaucoup plus par rapport au côté immunologique des anémies hémolytiques auto-immunes, ce qui n'est pas le cas. Auto-immune, c'est-à-dire que c'est extra-corpusculaire, c'est un agent externe. Là, on est sur un problème corpusculaire, le constituant de la membrane basale, enfin la membrane pardon de votre globule rouge, qui est anormal. Voilà. Et donc, bien y penser, hémolyse chronique avec des poussées, on l'appelle la maladie de Minkowski-Schoffard ou la microsphérocytose héréditaire. Et en fait, dans les anémies hémolytiques corpusculaires, eh bien, elles sont en général toutes héréditaires avec le côté soit autosomique dominante, soit autosomique récessive, mais, ou même liée à l'X, par exemple, pour le déficit en G6PD. Mais il y en a une qui est acquise, et c'est une anémie hémolytique qui s'appelle l'hémoglobinurie nocturne paroxystique, pardon, HNP ou HPN, qui est la seule qui est acquise. En fait, toutes les autres, elles sont héréditaires, elles sont constitutionnelles. Voilà, avec VGM qui est normal, parfois il peut être augmenté. Et sur un frottis sanguin, voilà ce qu'on peut voir. En fait, parfois on a cet état-là avec des micro-vésiculations. Et ça fait après regardez, des globules rouges tout petits, arrondis, très, très concentrés. Voilà, des sphérocytes, qui sont pas spécifiques, hein, qu'on peut voir aussi dans d'autres situations parfois, mais là qui sont assez bien visibles. Le test de Coombs, il sera négatif. Et on fera un test en fait de cytométrie de flux pour marquer ces globules rouges avec ou alors des études aussi ectacytométriques, c'est sur la membrane en fait où on va jouer pour voir la perte des protéines membraneuses. Et la splénectomie, c'est la thérapeutique qui peut améliorer les formes symptomatiques quand on n'a pas le choix. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais quand on n'a pas le choix, on va être amené
enlever la rate. Donc attention parce que transitoirement, après la splénectomie, on peut se retrouver avec une augmentation des plaquettes, une thrombocytose réactionnelle. Et puis, splénectomie égale risque infectieux. Rappelez-vous qu'il y a une fonction immunitaire avec la sécrétion, la synthèse des immunoglobulines, notamment les IgM, anti-germes encapsulés. Donc, quand on enlève la rate, il va falloir vacciner, faire attention au pneumocoque, à l'hémophilus. Et parfois, on donne pendant une année des antibiotiques pour éviter le risque infectieux. Voilà pour cette question. Autre question, autre thème sur les éosinophiles qui augmentent. Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est les parasites? Est-ce que c'est les embolies de cholestérol, la pemphigoïde bulleuse, le lymphome de Hodgkin ou l'aspergillose bronchopulmonaire allergique? Laisse réfléchir un petit peu sur cette question, sur les éosinophiles qui augmentent. Dans quelles circonstances? Donc les parasites, oui, ça je pense que maintenant vous le savez, avec les helminthias notamment. Embolie de cholestérol, c'est pas connu, mais oui, tout à fait. Les tout ce qui est, pathologie, auto-immune aussi, pemphigoïde bulleuse, pas le pemphigus vulgaire, mais pemphigoïde bulleuse, on sera plutôt chez les terrains de femmes âgées, avec de l'hypertension artérielle. Souvent ça se manifeste par des lésions un peu, érythémateuses, eczématiformes avant l'arrivée des bulles et souvent il y a des éosinophiles qui augmentent, les lymphomes, les cancers et l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Donc en fait, si on doit résumer, il y a les parasites, il y a les médicaments, les cancers et l'atopie. Bon, l'atopie, si c'est au-delà de 1,5, on élimine l'atopie. Mais voilà, c'est ça des polynucléaires éosinophiles qui ont un cytoplasme granulaire avec des granules cytotoxiques. Et en fait, dans la pemphigoïde bulleuse, on sait que ça va faire une bulle entre l'épiderme et le derme parce qu'en gros, ça va faire un clivage. Il y a beaucoup d'éosinophiles qui arrivent et qui vont libérer leurs toxiques et les granules toxiques vont créer cette espèce de clivage et cette bulle en fait. Les helminthias, donc oui, c'est lors de la phase de migration larvaire, ça va faire un peu une inflammation avec une augmentation des éosinophiles. Dans des cancers, quels qu'ils soient, les méta, parce qu'en fait, les cellules cancéreuses, elles vont synthétiser l'IL5, qui est un facteur de croissance terminale des éosinaux. Donc ça peut être associé à des cancers. Par exemple, dans un lymphome de Hodgkin, je vous avais dit qu'il y avait une prolifération un peu lymphocytaire polymorphe tout autour des cellules de Steinberg, et il y a souvent des éosinaux. C'est important de les regarder. Et les médicaments, alors divers et variés, ça peut être, attention, un DRESS. Bon, là, le DRESS, on est à l'extrême des possibilités, mais c'est au bout de 2 à 8 semaines après une prise de traitement, genre allopurinol, antiépileptique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on commence à avoir une éruption cutanée. Attention à l'atteinte hépatique, à l'atteinte rénale, il faut être très vigilant. Et les éosinophiles qui augmentent, donc le risque va être surtout viscéral, on va dire. Après, ça peut être des bétolactamines, des ionéasides qu'on va donner pour la tuberculose, etc. Le poumon éosinophile, ça c'est une cause. Toutes les hémopathies, j'avais parlé aussi des déficits immunitaires. Wiskott-Oldreich, bon, c'est un peu plus particulier. Et puis toutes les maladies systémiques, PR, alors on les appelle plus comme ça, Charles-Guestros, granulomatose, Wegener, mais voilà, toutes les vascularites et l'embolie de cholestérol. Un petit mot sur Crohn, VIH, vaché. Voilà, ça peut être associé à des éosinophiles qui augmentent. Alors, on parle d'un syndrome myélodysplasique, le syndrome 5Q-. Est-ce qu'il atteint surtout les femmes de moins de 60 ans? Le myélogramme retrouve un aspect particulier avec des mégakaryocytes géants et monolobés. Il peut y avoir une thrombocytose jusqu'à 1000 giga par litre. Son pronostic est généralement défavorable. Moi, je vais pas être à la ligne, mais le karyotype retrouve une délétion du bras court du chromosome 5. Qu'est-ce qui est vrai? Donc, bras court, bras long, c'est un peu le piège. Syndrome myélodysplasique, donc le syndrome 5Q-, qui est un syndrome qui survient surtout chez les femmes, mais qui ont plus de 60 ans. Voilà, c'était un peu le piège. Donc, plus de 60 ans. Le myélogramme, bien sûr, ça fait un aspect de barbe à papa avec des mégakaryocytes géants monolobés. C'est très chouette à regarder. Et il peut y avoir une thrombocytose, il y a une anémie associée et une thrombocytose. Le pronostic, il est bon.
avec le traitement, le lénalidomide qui va être donné. Et c'est une délétion du bras long, Q c'est bras long, délétion parce que c'est moins. Donc voilà. Et on aura une anémie macrocytaire arégénative, c'est-à-dire centrale associée. Le syndrome myélodysplasique, il repose le diagnostic sur le myélogramme pour voir la dysmélopoïèse. Il y a des cellules qui vont être moins segmentées, des granulations qui vont être peu présentes dans les polynucléaires. Et on pourra retrouver des blasts, mais moins de 20%, parce que sinon on passe au côté leucémie, quand il y a plus de 20% de blasts. Donc voilà, ce syndrome doit être un peu connu dans les syndromes myélodysplasiques. On va changer de thème avec un syndrome myéloprolifératif, cette fois, et la leucémie myéloïde chronique. Alors, la phase de transformation aiguë ou phase blastique correspond à une évolution en leucémie aiguë de la leucémie chronique. La BOM est nécessaire pour le bilan d'extension. La basophilie est un signe important devant faire évoquer une LMC. Toute suspicion de LMC implique de rechercher un transcrit de fusion BCR-ABL dans le sang par des techniques de biomol avec la PCR. Et l'hémogramme peut montrer une myélémie équilibrée. Voilà, ce QCM est assez complexe. Je vous laisse quelques instants pour faire la part des choses, des propositions justes. C'est pas évident. Sur la LMC, qui est quand même une pathologie qui peut tomber dans des DP entièrement, hein. Alors, soit sous forme de QI, mais également dans des DP. Donc, les bonnes réponses, c'est que oui, c'est une acutisation, une transformation aiguë avec la phase blastique. Là, c'est vraiment la dernière étape dans l'évolution de la LMC et c'est de mauvais pronostics quand ça se transforme en leucémie aiguë. Ça se transforme dans 2 tiers des cas en LAM et dans 1 tiers des cas en LALB. Parce que c'est une anomalie avec le chromosome Philadelphie, cette translocation en fait qui est retrouvée aussi dans les leucémies. Voilà, 9,22. Et la biopsie ostomédulaire, alors comparé aux autres syndromes myéloprolifératifs, c'est pas obligatoire. On est plus sur le myélogramme pour identifier les blasts, mais la BOM n'est pas du tout dans les examens à faire. La basophilie, oui, c'est quelque chose qui peut nous orienter au diagnostic, nous faire évoquer une LMC. Et on recherche en fait toujours par technique PCR dans le sang cette fusion du gène BCR-ABL. C'est à rechercher sur prise de sang et sur le myélogramme. Là, on cherchera plutôt.